Bonjour, bienvenue dans Mediapart et bienvenue dans notre série d'émissions sur la Russie qu'on organise en partenariat avec l'EHESS, l'École des hautes études en sciences sociales. On vous proposera en tout 5 vidéos d'entretien avec des chercheurs et des chercheuses pour mieux comprendre le pouvoir et le fonctionnement de l'État russe, les marges de manœuvre des partis et des militants d'opposition et plus généralement la trajectoire que pourrait prendre le pays lors d'un 5e mandat de Vladimir Poutine, puisque le président russe a été réélu le 17 mars dernier pour 6 ans. Notre invitée aujourd'hui est Tatiana Kastoueva-Jean. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice du Centre Russie-Eurasie de l'Institut français des relations internationales, l'IFRI, et vous êtes entre autres diplômée du prestigieux Institut d'État des relations internationales de Moscou. Alors, quand on parle du pouvoir russe, on parle beaucoup de Vladimir Poutine généralement, en tout cas en France, de ce qu'il pense, ce qu'il veut, ce qu'il peut avoir en tête. Aujourd'hui, on va essayer de décentrer un peu le regard avec vous et de parler des élites autour de lui. Est-ce que ces élites économiques et politiques pèsent encore d'une quelconque manière dans les décisions prises en Russie ou bien est-ce qu'elles sont complètement désormais sous contrôle? Peut-être une première question sur ces élites liée justement à cette élection du 17 mars. Les preuves s'accumulent maintenant du fait qu'il y a eu des fraudes relativement massives pour obtenir ce résultat de 87% de voix pour Vladimir Poutine. Est-ce que finalement ces 87% ne sont pas aussi un message envoyé par les élites russes à Poutine pour lui dire nous sommes là, nous sommes loyaux et puis on a réussi à vous aider à fabriquer ce résultat, ce plébiscite, parce que finalement on imagine que dans l'organisation aussi il faut des soutiens assez nombreux et dévoués dans l'appareil d'État pour arriver à de tels résultats. Je pense que vous avez raison en posant cette question. L'un des enjeux des élections présidentielles dans un système autoritaire où le résultat des élections est connu d'avance, c'est précisément le test de loyauté et de fonctionnement de toute la machine électorale. Et cette machine, elle va de la commission électorale centrale et jusqu'à tout en bas, les bureaux de vote, où souvent, en effet, les exécutants falsifient le vote, font le bourrage des urnes, etc., alors que parfois, il n'y a même pas besoin parce que les jeux sont pipés, pour ainsi dire, très en amont de la journée des élections, par le choix de candidats et par toutes sortes de techniques électorales qui font que le résultat du vote est prédéfini. Mais en effet, c'est un test de loyauté, du fonctionnement de toute la machine qui permet d'arriver à ce résultat-là. Chaque gouverneur, par exemple, est testé là-dessus. Personne ne veut que, voilà, le gouverneur de région, personne ne veut que dans sa région, le score soit inférieur à la moyenne de ce que vont afficher les autres régions, car la région et le gouverneur lui-même peuvent être sanctionnés. Donc là-dessus, on peut dire que le résultat des dernières élections est un succès pour Vladimir Poutine parce qu'il a fait le score le plus élevé par rapport à ses propres élections des années précédentes. D'ailleurs, quand on dit les élections, il faut vraiment mettre les très gros guillemets. Oui, bien sûr. Et sur ces, vous dites, ils peuvent être sanctionnés, ça c'est documenté, il y a des précédents là-dessus ou c'est des choses dont on peut faire l'hypothèse? La sanction ne tombe jamais immédiatement au lendemain, c'est toujours en décalé. C'est-à-dire que potentiellement, ce gouverneur sera sur un siège éjectable et il devra être remplacé par quelqu'un d'autre, plus loyal, etc. Mais de toutes les manières, aujourd'hui, les gouverneurs sont nommés par Moscou. Et souvent, on les appelle les variags, les gens parachutés dans la région, qui n'ont pas d'ancrage, qui n'ont pas de lien, et même au sein de leurs équipes, ils sont assez contraints pour le choix des personnes avec qui ils vont travailler. Et souvent, ils ne rêvent que d'une chose, c'est de repartir à nouveau à Moscou pour prendre un poste fédéral. Donc évidemment, ces gens-là sont très loyaux. Et on est loin du système connu sous le président Yeltsin dans les années 90, où les gouverneurs pesaient vraiment, étaient représentés au Conseil de fédération et avaient un vrai pouvoir local sur place. On reviendra peut-être un petit peu sur les gouverneurs après, mais quand on parle des élites russes à grands traits, on différencie parfois les oligarques qui tirent leur pouvoir, leur capital politique du monde des affaires, et ce qu'on appelle les siloviki qui sont eux plutôt issus du monde des services de sécurité et de l'armée. Et on dit parfois que depuis, sous Vladimir Poutine, peut-être sur ces dernières années, les oligarques ont perdu le pouvoir au profit des siloviki. Est-ce que pour vous, ça vous paraît être une grille de lecture, déjà cette opposition un peu entre les types d'élites, est-ce que ça vous paraît être une grille de lecture pertinente pour analyser ce qui se passe en Russie aujourd'hui? Et si cette distinction elle est intéressante, est-ce qu'on peut effectivement dire ça, que les oligarques ont effectivement un peu perdu de pouvoir ces dernières années?
La distinction qu'on faisait plus tôt, c'est entre les Siloviki, les hommes en épaulettes qui représentent l'armée, les structures de renseignement, les structures de force, et les libéraux. Les libéraux qui sont intégrés dans le gouvernement, le ministre des Finances, le ministre de l'économie, etc. Et certains avaient un poids. Par exemple, le ministre des Finances, Alexei Koudrine, il pesait beaucoup il y a plusieurs années et il avait démissionné car il n'était pas en accord avec l'augmentation de la dépense militaire. Mais c'était l'un des derniers cas où cette opposition a pu éclater de cette manière au grand jour. Aujourd'hui, en effet, surtout depuis le début de la guerre, ce sont les Siloviki qui pèsent énormément sur la prise de décision et les libéraux n'ont plus de poids, en fait, pour définir la décision. Et plusieurs d'entre eux, d'ailleurs, étaient contre la guerre. Une fois la guerre déclenchée, ils s'alignent, ils exécutent les ordres, ils permettent à l'économie russe de rester à flot, ils exécutent les meilleures décisions, ils trouvent les méthodes pour maintenir cette économie à flot, alors qu'ils n'ont pas participé et probablement été contre cette décision de déclencher la guerre. Et un point sur les oligarques, parce qu'en effet, on continue en Occident souvent d'utiliser le terme, mais il est moins pertinent que dans les années 90, sous Boris Yeltsin. Un oligarque, c'est quelqu'un qui à la fois concentre le poids financier, qui a du pouvoir politique, qui a des ressources médiatiques, qui a probablement aussi une ressource de force militaire, etc. Ça n'existe quasiment plus. Vladimir Poutine, d'ailleurs, en arrivant au pouvoir, avait dit qu'il cherchait à détruire les oligarques comme classe, et finalement, c'est ce qu'il a fait. L'exemple de Mikhail Khodorkovsky, qui a passé 10 ans en prison, a beaucoup marqué les esprits. Il y a eu d'autres cas où les oligarques ont perdu leur fortune, ont dû émigrer, voire ont perdu la vie dans les circonstances troublantes, ce qui était le cas de Boris Berezovsky, qui était à la tête d'un empire médiatique et qui était parmi ceux qui ont contribué à l'arrivée de Vladimir Poutine au pouvoir. Et d'ailleurs, juste le dernier point, ce qui est intéressant, la dernière personne à avoir concentré entre ses mains à la fois le pouvoir financier, militaire, médiatique, c'était Yevgeny Prigojine. Eh bien, on voit ce que cela a donné. C'est quelqu'un qui a été à l'origine d'une mutinerie en juin 2023. On sait tous le sort qu'il a subi. Son avion a été explosé dans l'air, etc. Et je crois que le pouvoir russe a tiré des leçons de cet événement-là et évitera cette concentration de plusieurs ressources entre les mains d'une seule et même personne. Est-ce que les sanctions prises contre la Russie au moment du déclenchement de la Grande Guerre en Ukraine en février 2022 ont eu aussi un effet peut-être sur certains de ces oligarques, dans le sens où ça a peut-être eu des effets sur leur patrimoine, a réduit le patrimoine financier ou la fortune ou le pouvoir économique de certains. Est-ce que ça a eu un effet soit sur les oligarques, soit sur les avoirs de la plupart des oligarques ont été gelés par l'Europe et par les États-Unis. Et d'ailleurs, vous avez beaucoup d'économistes qui disent que c'était une erreur. On leur a coupé les voies de sortie. Ça a contribué à les marginaliser politiquement aussi. À les marginaliser, souvent à bloquer leurs capitaux en Russie et les priver de toute marge de manœuvre. En fait, ils ont été acculés au mur en quelque sorte et n'avaient pas d'autre choix que de rester loyaux à Vladimir Poutine, de rester à bord du bateau. Mais vous en avez quand même quelques-uns qui sont partis à l'étranger, qui se débattent parfois contre la justice européenne ou américaine pour la levée des sanctions. Il y en a quelques-uns, il y a 7, je crois, milliardaires russes qui ont abandonné la citoyenneté russe, qui ont renoncé au passeport. La plupart avaient une autre citoyenneté, israélienne ou autre. Et donc aujourd'hui, ils pèsent très peu et Vladimir Poutine a toujours des mots extrêmement durs pour eux en expliquant que ce ne sont pas de vrais patriotes, ils préfèrent les huîtres et le foie gras à la cause juste de leur peuple et ils laissent clairement comprendre qu'ils ne sont plus souhaitables dans le pays, qu'il faut que ces élites, entre guillemets, soient remplacées par d'autres élites issus des tranchées des participants à la guerre en Ukraine. Parce qu'on ne mange pas d'huîtres et de foie gras à Moscou, c'est bien connu, ça n'existe pas. On trouve de tout à Moscou, en dépit des sanctions d'ailleurs. Mais ça, c'est un autre sujet sur l'impact des sanctions. Est-ce qu'on peut dire que dans cette un peu stratégie de mise sous coupe réglée des différentes élites, est-ce qu'on peut dire que Vladimir Poutine a essayé aussi de cloisonner un peu les cercles de pouvoir pour mieux régner, en laissant peut-être aussi Siloviki purement les questions militaires, à des figures comme la
présidente de la Banque centrale russe, Elvira Nabiullina, la grande direction économique, au gouverneur, la mise en œuvre avec ce que vous décrivez en même temps, de faire en sorte qu'ils ne soient pas rajoutés et qu'il y ait un tel turnover qu'ils ne puissent jamais vraiment avoir un ancrage local. Est-ce qu'on peut dire, est-ce que c'est aussi une bonne grille d'analyse de préciser la manière dont il a essayé de cloisonner les différents types de pouvoirs, les différentes élites? D'une part, c'est une répartition logique. Chacun s'occupe de son domaine. Évidemment, les élites économiques ne vont pas aller s'ingérer dans la manière de mener... avoir un mot à dire sur la manière de mener l'économie de guerre, par exemple. En fait, ce qui est intéressant, c'est que pour l'instant, les Siloviki ne dictent pas tellement quelle doit être la politique économique. C'est ça ce qui est intéressant. Donc cela permet aux élites économiques de gérer de la manière dont ils attendent les conséquences de cette guerre. Et l'économie russe reste encore assez libérale. En dépit du fait qu'il y a quand même la dépense militaire qui augmente, qui représente aujourd'hui entre 6 et 7% du PIB, en dépit du fait qu'on observe le processus de renationalisation des compagnies. Il y a eu une étude de Transparency International et de Novaya Gazeta Europe qui ont mis à jour le chiffre d'à peu près 180 entreprises privées qui ont été nationalisées depuis le début de l'opération militaire spéciale. Et ça, on peut prédire que ce mouvement va continuer. Ce qui est aussi à observer, après les élections, il y aura un remaniement du gouvernement. Donc ce sera intéressant de voir de quelle manière, comment en fait les têtes d'affiche seront remplacées. Et c'est aussi intéressant pour les domaines régaliens comme l'armée ou le ministère des Affaires étrangères que pour le bloc économique. Mais Vladimir Poutine donne l'impression d'être très content de la manière dont les sujets économiques sont gérés. Il n'épargne pas les louanges ni pour Elvira Nabiullina, la chef de la Banque centrale, ni pour Mikhail Mishustin, qui est le Premier ministre. Et juste avant les élections, il avait dit qu'il était extrêmement satisfait de ce travail, mais qu'il ne pouvait pas encore s'engager pour dire s'il va garder Mishustin au poste du Premier ministre ou pas. D'accord. Toujours le maintenir dans un état un peu d'incertitude. Et justement, puisqu'on parle de Mikhail Mishustin, c'est une figure qui, pareil, n'est pas très connue en France, tant on est généralement focalisé sur la figure de Vladimir Poutine. Donc c'est un fonctionnaire des impôts, un ancien fonctionnaire des impôts qui a été nommé en 2020. Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots de son profil, son parcours, et quelles sont les marges de manœuvre de son gouvernement? Est-ce que lui ou son gouvernement ont quand même des moyens d'impulser des choses en matière politique qui ne viennent pas uniquement du président? C'est très intéressant cette personnalité. Il est arrivé à la tête du gouvernement en janvier 2020. Il est arrivé avec un agenda complètement pacifique et constructif. Il était là pour gérer les projets nationaux, les projets de construction, projets démographiques, projets de numérisation. C'est vrai, il vient du monde des impôts. Il était connu par une digitalisation. Vraiment, c'était un grand succès du système fiscal en Russie. Donc, il était censé, à mon avis, diffuser cette expérience sur les autres domaines. Eh bien, en arrivant avec cet agenda, il se retrouve à gérer la crise du Covid, dans un premier temps, et maintenant, la guerre. Et il y arrive très bien. Il arrive très bien au point où c'est l'une des rares personnalités en Russie à avoir son propre taux de popularité. Il est toujours cité par les citoyens russes en deuxième après Vladimir Poutine, après à peu près avec 20% de taux de confiance, évoqué donc spontanément quand on pose la question qui sont les personnalités politiques en qui vous avez confiance. Ce qui est intéressant à dire, c'est que Mikhail Mishustin, lors de la fameuse séance filmée du Conseil de fédération, était parmi ceux... Il faut rappeler un petit peu cette séance, c'est la veille, c'est ça? Juste quasiment la veille de l'invasion, le 21 février 2022, il y a une séance filmée du Conseil de sécurité où Vladimir Poutine demande aux uns et aux autres leurs avis sur, à l'époque, l'annexion des 4 régions ukrainiennes. Eh bien, Mikhail Mishustin fait partie des ceux qui sont réticents et il dit ouvertement qu'il préfère de continuer la négociation avec l'Occident dans le cadre des accords de Minsk. Eh bien, peu importe, ce n'est pas lui qui a décidé du début de cette guerre, mais il se trouve à gérer ses conséquences. Il le fait avec beaucoup d'efficacité et en même temps sans faire de l'ombre à Vladimir Poutine. Il ne donne plus tellement de grandes interviews, il ne s'exprime pas du tout sur les sujets de la guerre. Ça, c'est un point qui est très intéressant. Il n'est pas vocal, il n'approuve pas la guerre publiquement. Il gère
tout simplement ses conséquences. Contrairement à quelqu'un comme Evgeny Prigojine, dont on parlait tout à l'heure, qui lui, justement, n'avait pas de problème à être très vocal. Peut-être une dernière question, un petit peu plus largement. Comment est-ce que Vladimir Poutine entretient la loyauté de ces élites qui sont finalement quand même assez stables? Vous me parliez, je crois, en préparant cette émission, de formation où il saute de falaise. Est-ce que c'est anecdotique? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Ça, c'est anecdotique, en effet. C'est dans une envie de renouveler un peu les têtes, de créer des élites bureaucratiques extrêmement loyales. Et il y avait, en effet, dans la formation, dans l'académie spécialisée pour cela, cet exercice qui était de sauter dans l'eau d'une falaise. Donc le gouverneur, il fallait qu'il ait plusieurs qualités, y compris ce type de courage. Mais bon, ça reste anecdotique. Le fond de l'affaire, en fait, comment on assure la loyauté des élites, par beaucoup de choses, par la sélection déjà. Ceux qui sont sélectionnés, c'est les gens qui sont loyaux. Et puis Vladimir Poutine, en arrivant au pouvoir, a amené beaucoup de ses proches, anciens collègues, anciens voisins de la coopérative Ozero, la Dacia au bord d'un lac à côté de Saint-Pétersbourg. Et il faut dire qu'il y a une stabilité des élites impressionnante en Russie. Souvent, ce sont toujours les mêmes qui entourent Vladimir Poutine, qui sont issus pour la plupart des services de renseignement, des services spéciaux, qui partagent sa vision du monde, cette profonde conviction que l'Occident est hostile à la Russie. La moyenne d'âge de 60 personnes autour de Vladimir Poutine est de 64 ans. Autant dire qu'il y a une rupture générationnelle avec plusieurs élites des autres républiques post-soviétiques et notamment ukrainiennes qui, eux, ont plutôt la quarantaine comme moyenne d'âge et qui ont toujours connu l'Ukraine ou le Kazakhstan, d'ailleurs c'est le même cas, comme étant un État indépendant, un État où il y a désormais toute une génération qui n'a jamais connu l'URSS. Mais à part donc cette loyauté et cette sélection, il y a aussi aujourd'hui évidemment un calcul très pragmatique de ces élites. Personne ne les attend en Occident. Et par contre, rester à côté de Vladimir Poutine, ça continue à procurer toutes sortes d'avantages, y compris grâce à la corruption. Je pense aussi qu'il y a une question, une peur pour sa sécurité personnelle, si jamais on trahit, si on part ailleurs, le fait de ne pas être le bienvenu, la crainte pour la famille. Et il y a probablement aussi, je le vois notamment chez Elvira Nabiulina, une idée que même si le pays a eu tort d'avoir lancé cette guerre, désormais il est vital de préserver la survie du pays et de faire le nécessaire pour que l'économie reste à flot. Donc il y a probablement aussi cette touche patriotique, entre guillemets, chez certains membres de l'élite, le sentiment que le pays est en danger mortel et qu'il ne peut pas perdre cette guerre, ce qui alimente, par ricochet évidemment, ce sentiment anti-occidental déjà bien ancré. Merci beaucoup. Merci d'être venu parler de tout cela avec nous, Tatiana Castueva-Jean. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que cette émission vous était proposée en partenariat avec le HESS, qu'elle est en accès libre, mais que ça ne vous empêche pas de vous abonner ou vous réabonner à Mediapart si vous appréciez notre travail. Merci beaucoup. À la prochaine.